Salut, j'espère que tu vas bien. Et oui, on est bientôt à la fin du premier semestre. C'est le bon moment pour se poser les bonnes questions. On va commencer par une question très simple à laquelle tu pourras répondre facilement. C'est quelle est ta tendance actuelle, c'est-à-dire la tendance du semestre en cours, et es-tu parti pour faire une bonne année? En général, quand je pose cette question, j'obtiens trois types de réponses. La première réponse, c'est oui, je suis sur une bonne tendance et donc on va continuer la stratégie gagnante et l'année sera bonne. En tant que chef d'entreprise, quand mon collaborateur, mon directeur des opérations, mon réalisateur me dit ça, je suis plutôt content. Deuxième type de réponse, un peu moins agréable à entendre, mais je dirais que on n'est pas forcément, c'est pas forcément alarmant. C'est bah non, on n'est pas sur une bonne tendance, mais on revoit notre stratégie pour le second semestre. Et là, il me présente une stratégie qui me convient. Donc jusque-là, tout va bien. Là où je suis moins enthousiaste, c'est quand la réponse que j'ai, c'est la suivante, c'est bah en fait, je sais pas trop, on fait de notre mieux. Cette phrase qui est très très bien, hein, on fait de notre mieux, elle cache souvent une réalité qui est peut-être un peu moins reluisante, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Moi, quand on me dit on fait de notre mieux, ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire au deuxième semestre. Et ça, quand c'est un manager qui me parle comme ça, ou un manager de manager, je suis un peu inquiet et donc je me mets à creuser. Donc, quelqu'un qui me dit on fait notre mieux, je constate que c'est quelqu'un en général d'engagé, parce qu'effectivement, quelqu'un qui fait de son mieux, c'est quelqu'un qui a envie de réussir. Et donc, qu'est-ce que je vais retrouver quand je vais regarder les 1 à 1 de l'année que j'ai fait avec lui? Je vais trouver un déploiement massif d'actions, ce qui est plutôt positif. C'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui prend des initiatives. Ça peut être, par exemple, un directeur commercial qui, en permanence, engage ses équipes à aller chez les clients, fait beaucoup de visites clients, etc., etc. Et pourtant, on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que quand on creuse, on se rend compte que parmi toutes ces actions, il y en a à peu près 20% qui sont dans la stratégie et 80% qui sont complètement en dehors de la stratégie. Je donne un exemple, c'est le commercial, par exemple, on va continuer sur cet exemple, à qui tu dis, bah, faut faire du développement de clients. Là, faut vraiment, on a besoin de trouver des nouveaux clients. Et c'est une personne qui va se déplacer beaucoup, qui va faire plein d'actions. Mais quand tu vas regarder le type d'action que cette personne fait, ça va jamais être du développement, ça va être de la confortation de clients, c'est-à-dire de la visite de clients déjà existants. Il ne fera pas de prospection. C'est un exemple. Mais on peut avoir évidemment l'exemple inverse, c'est-à-dire que la stratégie qui est déterminée, c'est de faire de la fidélisation, et pourtant ton commercial, il continue à faire de la prospection, ce qui fait que tu perds tes clients existants. Bref, beaucoup de bonnes d'initiatives en tout cas, mais en dehors de la stratégie. Et quand on constate ça, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Malheureusement, on a un mauvais grand R malgré un bon petit R. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand R et de petit R? C'est un truc dont je parle souvent sur le podcast, ce sont les deux R du management. Comment on reconnaît un bon manager? C'est quelqu'un qui obtient des résultats. Quelqu'un qui n'obtient pas de résultats n'est pas un bon manager, ok? Comment on connaît un excellent manager? C'est quelqu'un qui obtient des résultats et qui a une bonne rétention. C'est-à-dire qu'à la fois il obtient des résultats, mais en plus il garde ses talents, il ne les épuise pas. Et donc, ça veut dire qu'il va avoir des résultats dans le long terme. Alors pourquoi je dis que c'est un mauvais R malgré un bon R? Parce que quand on a une équipe qui fait de son mieux, ça veut dire qu'on a des gens motivés, ça veut dire qu'on a des gens effectivement qui ont envie. Mais quand on n'a pas la bonne stratégie, toutes ces initiatives, évidemment, elles ne sont pas orientées dans la bonne direction et donc on n'a pas les résultats. Donc ce que je vais te proposer maintenant, c'est une manière d'avoir les deux R du management. C'est-à-dire que pour réussir à engager tes équipes et avoir des résultats, il faut que tu aies une bonne stratégie, il faut que tu sois un bon stratège, et je dirais même plus, il faut que tu sois un bon leader. On va en parler juste après. Aujourd'hui, si je regarde ton équipe, je vais voir ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que je vais avoir des flèches dans tous les sens, plein de flèches, c'est-à-dire plein d'énergie, mais des énergies qui sont absolument pas convergentes. Et donc, si j'analyse davantage, mon expérience, c'est que quand on a ce phénomène, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'objectif collectif. Chacun avait peut-être ses objectifs personnels, mais il n'y avait pas d'objectif collectif.
ou bien les objectifs choisis étaient mal définis, mauvais, pas clairs, et donc les gens pouvaient les interpréter comme ils voulaient, et donc finalement, un objectif pas clair, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ou bien il n'y avait pas de plan d'action relatif à ces objectifs, c'est-à-dire que oui, on avait des objectifs, mais le plan d'action n'existait pas ou n'était pas relié aux objectifs. Ou bien, enfin, il n'y avait pas d'animation correcte de ce plan d'action. C'est-à-dire, tu avais les bons objectifs, tu avais le bon plan d'action, mais malheureusement, sur le terrain, ça pêchait. Et donc, en général, tu n'as jamais une seule raison quand on voit ça, tu as plutôt une combinaison de ces 4 éléments. C'est-à-dire, à la fois, on n'a pas d'objectif collectif, ils sont pas terribles, les plans d'action sont pas terribles, et l'animation sur le terrain est pas terrible. Et ça donne ce genre de truc qui va finir par démotiver tout le monde. Si tu réussis à corriger ça, tu vas faire le meilleur semestre de ta vie. Et donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Avant de passer à la suite, mon petit dicton du jour est le suivant. Une équipe moyenne focalisée sur les bons objectifs battra toujours une équipe de A-players qui partent dans tous les sens. Tu as beau avoir des talents, des mecs super dans ton équipe, s'ils partent dans tous les sens, ils se feront ratatiner par une équipe où peut-être il y a moins de talent visible, mais qui est focalisée sur les bons objectifs. J'aurai d'autres phrases à te proposer pendant cette petite présentation. Comment on fait? La première chose, c'est qu'il va falloir que tu réussisses à devenir ce qu'on appelle un leader. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait passer des gens organisés comme ça à des gens organisés comme ça. C'est quelqu'un qui réussit à faire converger les énergies en montrant la voie. Et être un leader, un vrai leader, pas forcément au sens dont on l'entend en général dans les médias dédiés au management, il y a 3 composantes qui sont, selon moi, importantes. Un bon leader, il doit à la fois avoir une stratégie. Pourquoi? Parce que avoir la bonne stratégie, on va voir ce que c'est que la bonne stratégie, c'est être capable de montrer la voie. Mais ça suffit pas. Il faut aussi savoir mettre en place des plans d'action pour que cette stratégie se traduise en initiatives concrètes avec des actions concrètes qui sont à faire. Mais ça suffit pas si tu as que la stratégie et le plan d'action, et ça a été longtemps, moi, mon erreur en termes de stratégie, c'est de me dire, si je leur explique la stratégie et que je leur mets un plan d'action, ça va marcher. Non, il manque une case qui est l'animation, la partie management quotidienne de ces plans d'action. Si tu réussis ces 3 choses-là, alors tu es un leader et tu vas obtenir cette chose-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend d'un leader? On attend qu'il n'y ait pas de place au doute. Quelqu'un qui doute, ça va démotiver ton équipe. Alors moi, j'aime bien me poser cette question-là, et tu vas voir que la réponse n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'on déteste le plus chez notre chef? On va imaginer que tu es un chef, et que ce chef-là, il soit rigide. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui fasse un plan d'action, effectivement, mais sans te consulter, et qu'ensuite, il t'oblige à te tenir à ce plan d'action, que tu n'aies pas d'initiative, que tu n'aies pas de responsabilité, que tu n'aies pas d'autonomie, et que tu sois obligé de faire exactement comme le plan d'action, alors que toi, sur le terrain, tu constates bien que ce plan d'action ne fonctionne pas. Est-ce que ça te dit quelque chose? Moi, c'est souvent ce que j'entends. Encore hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui travaille dans une administration où il me disait, moi, en fait, je ne fais pas partie du management, je fais partie des gens qui produisent, on va dire comme ça, même si c'est une administration. Et en fait, ce qui est absolument épouvantable, c'est qu'on nous donne des consignes, alors que moi, je sais que ça ne va pas marcher sur le terrain. Donc, premier truc qu'on déteste chez notre chef, c'est la rigidité. C'est-à-dire quelqu'un qui nous écoute pas et qui dit, mais non, c'est tout, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis tu vas faire comme je te dis, même si on sait que ça va pas marcher. Premier truc, la rigidité. Mais qu'est-ce qu'on déteste aussi chez notre chef? C'est l'indécision. Et là, il y a un petit paradoxe. C'est-à-dire l'indécision, c'est quoi? C'est, écoutez, je sais pas, je sais pas comment on va faire. Ou ça peut être une autre forme d'indécision qui est ce que j'appelle la girouette, c'est-à-dire que dès que y a une difficulté, on change de stratégie.
Donc, au lieu de persister dans la stratégie, ou bien ça veut dire, dès que j'ai une nouvelle idée qui me traverse la tête, je la mets en application. C'est tout ça qu'on va appeler l'indécision. C'est le manager girouette. Et donc, quand je te mets ça sous les yeux, tu te dis, bah ouais, mais alors, est-ce qu'il faut être rigide, c'est-à-dire s'en tenir au plan qu'on a défini, ou est-ce qu'il faut être souple? Mais dans ce cas-là, on va dire que je suis indécis. Effectivement, moi j'aime bien le représenter de cette manière-là. En fait, le paradoxe du leader, c'est que il va se retrouver à un moment dans cette position-là. C'est-à-dire que il met en place un plan d'action avec une stratégie, et au début, ça marche très bien. Et au début, quand on fait un changement, en général, ça se passe bien. Et puis, tout d'un coup, ça va moins bien se passer parce que les efforts du début auront porté leurs fruits, mais au fur et à mesure qu'on continue à faire des efforts, ça se passe moins bien. Et là, la bonne question, c'est une question qui a souvent été évoquée en marketing, en management, etc., c'est est-ce que je dois persister pour réussir ou est-ce que ma stratégie est plus bonne et que je dois en changer pour pouvoir rebondir? Parce que si je persiste et que ça va vers le bas, je vais avoir un problème avec mes équipes. Donc, une des caractéristiques très importantes d'un leader, c'est qu'il doit savoir quand persister et quand changer de stratégie. C'est pour moi, c'est le deuxième point important. Donc, premier point important, il faut avoir une stratégie, un plan d'action et la faire exécuter en ayant une animation terrain. Et en même temps, deuxième caractéristique, il faut savoir remettre le plan en question, mais ne pas le remettre tout le temps en question à la moindre difficulté. Il faut être clairvoyant là-dessus. Qu'est-ce qu'on demande encore à un leader? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut avoir chez notre chef? Eh bien, on veut qu'il clarifie les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, clarifier les choses? Clarifier les choses, ça veut dire, premièrement, être capable de décrire la stratégie en une phrase. C'est-à-dire que tes collaborateurs, si je vais les voir maintenant et que je leur dis, bon, c'est quoi qui est prévu pour le deuxième semestre, en une phrase, ils doivent me dire et je dois tout de suite comprendre sur quoi on est. Est-ce qu'on est sur du développement? Est-ce qu'on est sur de la diversification? Est-ce qu'on est sur de l'augmentation de la rentabilité ou des marges, etc., etc. Ça doit être très clair dans leur tête. Ça, c'est la première chose, c'est donc la clarté sur la stratégie, tu vois, en haut, dans les trois niveaux dont on parlait tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. En plus, tes collaborateurs, ils doivent être capables de savoir exactement quel est ton modèle mental. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Ça veut dire que tes collaborateurs, ils doivent comprendre comment tu décides. Ils doivent comprendre, par exemple, comment tu fais pour savoir s'il faut persister ou s'il faut changer la stratégie. Il faut qu'ils comprennent quelle est la logique qui sous-tend tes décisions. Et là, ils vont accepter parce qu'ils auront un leader qui n'est ni indécis, ni trop rigide, parce qu'ils auront compris comment tu raisonnes. Il faut qu'ils aient une image de ton modèle mental. Grosso modo, la clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je comprends la stratégie qu'il m'a proposée, et la deuxième chose, je comprends comment il va la mettre en application, comment on va la mettre en application. La clarté, elle doit s'exercer sur ces deux points, c'est indispensable. Ensuite, tu dois prendre le pouvoir. Alors ça s'adresse plutôt à ceux d'entre vous qui estimaient ne pas avoir à parler de stratégie ou à agir sur la stratégie parce qu'ils sont dans des échelons intermédiaires. Ça peut être quelqu'un qui est manager d'une petite équipe, mais qui a un directeur au-dessus de lui, et voilà, avec des niveaux hiérarchiques au-dessus de lui. Ça peut être aussi quelqu'un qui est le débutant. Et là, je voudrais dire un truc vachement important, mais avant, voilà les excuses qu'on me donne en général pour pas prendre le pouvoir. La première excuse, c'est je ne suis pas le dirigeant de la boîte, je ne fixe donc pas les objectifs, et donc c'est en dehors de mon domaine. Deuxième réponse, c'est mes objectifs sont donnés par mon N+1, N+2. Donc, puisqu'ils me sont donnés, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Ou bien, une autre variante, il y a un processus pour les objectifs, et moi je ne suis pas dans ce processus. Et ces trois choses-là, ce sont des erreurs. Pourquoi? Parce que si tu raisonnes comme ça, tes collaborateurs ne te respecteront pas. Ils se demanderont pourquoi tu existes. Troisième variante qui est intéressante, c'est, non Cédric, actuellement,
Mon poste ne me permet pas de fixer des objectifs, mais je compte bien monter dans la hiérarchie pour un jour être en capacité de le faire. Et peut-être que tu regardes cette vidéo pour cette raison. Tu te dis, non mais aujourd'hui les objectifs c'est pas moi, mais je vais regarder la vidéo parce que quand même ça m'intéresse, c'est ce que je pourrais faire plus tard. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ou plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'en vrai, ce qui se passe, c'est pas qu'il faut attendre d'être en position d'agir sur la stratégie, c'est parce que tu te mets en position d'agir sur la stratégie que tu vas monter dans la hiérarchie. Si tu es un exécutant qui ne donne pas de valeur ajoutée à la stratégie qu'on t'a donnée, tu vas jamais monter dans la hiérarchie parce que tu vas jamais développer la compétence qui va te permettre de monter dans la hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui montent dans la hiérarchie, ce sont pas ceux qui répètent la stratégie, ce sont ceux qui l'enrichissent. C'est un truc hyper important à comprendre, c'est ma deuxième ou troisième citation, mais elle est importante. C'est que, en tant que manager, t'es pas là juste pour exécuter la stratégie. Tu es là pour enrichir la stratégie, tu es là pour donner de la valeur à la stratégie. Et c'est comme ça que tu vas monter dans la hiérarchie, et c'est comme ça que tu vas te faire respecté par tes collaborateurs. Bien sûr que ton entreprise a une vision, bien sûr qu'elle a une stratégie, mais ton job, c'est de prendre cette stratégie, de la faire tienne, d'y faire participer tes collaborateurs pour l'interpréter, pour l'enrichir, etc., etc. C'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Évidemment, le but, c'est pas de piquer la place de ton N+2. Le but, c'est pas de faire une stratégie qui a rien à voir avec la stratégie de la boîte. Le but, c'est de t'emparer de la stratégie et pouvoir apporter ta pierre à cette stratégie. C'est vraiment important à comprendre. OK. Donc, on est là, tous les deux, on parle de notre deuxième semestre et c'est le moment où il va falloir passer à l'action. Là, tu es en train de te poser des questions, peut-être qu'il y a des choses dans tout ce que je t'ai dit qui t'interpellent. Moi, mon objectif, en fait, dans cette vidéo, c'est te donner envie de passer de ça à ça. C'est-à-dire que ici, tu te poses des questions et ici, tu as une stratégie articulée, définie pour le prochain semestre et c'est ce que je vais te décrire maintenant. On va voir comment cette stratégie que je vais te proposer, que je vais t'expliquer, ce modèle de stratégie, il va répondre aux critères du leader dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer ce que j'appelle un modèle mental. Un modèle mental, c'est quoi? C'est un ensemble de principes et de règles qui te permettent d'appréhender la réalité et d'agir sur la réalité. Mon modèle mental, il se décline en trois domaines, en trois dimensions dont je t'ai déjà parlé, la stratégie, la tactique et l'animation terrain. Et ton modèle mental doit contenir ces trois éléments. C'est comme ça que tu vas prendre le pouvoir. C'est comme ça que tu vas t'emparer de la stratégie. Tout à l'heure, je t'ai dit une phrase qui est s'emparer de la stratégie. Ok, je t'ai rien dit en fait. Je t'ai pas dit comment on allait faire. Donc, maintenant, je vais te dire comment justement tu prends le pouvoir et aussi, par la même occasion, comment tu vas clarifier les choses. Tout à l'heure, j'ai dit, un leader, ce qu'il doit faire, c'est clarifier les choses, autant au niveau de la stratégie, c'est-à-dire la définir en une seule phrase, et c'est ça que tu vas devoir faire, et clarifier aussi comment on va la mettre en application. C'est là que la clarté va apparaître pour tes collaborateurs. Alors, comment on résout le doute dont je parlais tout à l'heure? En fait, tu sais, le doute où tu te dis, est-ce que je dois persister dans une stratégie ou est-ce que je dois la remettre en question? Est-ce que je dois persister dans une tactique ou la remettre en question, etc., etc. En fait, on va utiliser un système très simple. On va utiliser un système qui s'articule en périodes de 90, 30 ou 7 jours ou 5 jours ouvrés. C'est-à-dire que la dimension stratégique, elle se remet en cause seulement tous les 90 jours. La dimension tactique, elle se remet en cause seulement tous les 30 jours. Et l'animation hebdomadaire, elle consiste uniquement à appliquer la tactique qui découle de la stratégie. Pour être plus précis, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'au début du semestre, tu vas déterminer avec tes collaborateurs une stratégie. Vous allez vous mettre d'accord pour déterminer une stratégie
Et cette stratégie, elle va être résumable en une phrase. Une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus le droit de modifier la stratégie, sauf dans 90 jours. C'est ça qui va te permettre de sortir du doute et de l'indécision. On décide collectivement que cette stratégie est bonne pour les prochains 90 jours. Et elle ne sera pas remise en cause, on n'a pas le droit. Pendant qu'on va la mettre en œuvre, on va bien noter des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais on va persister. Et on aura le droit de modifier les choses qui ne marchent pas dans 90 jours. Très concrètement, ça veut dire que en juillet, début juillet ou fin juin, tu détermines une stratégie. Cette stratégie s'appliquera en juillet, août, septembre. En septembre, pour le dernier trimestre, on pourra se dire, bon, qu'est-ce qu'on modifie dans la stratégie? Est-ce qu'elle est gagnante? Oui, on continue. Est-ce qu'elle est moyenne? On la modifie. Est-ce qu'elle est perdante? Eh bien, on la refonde complètement. Et on aura cette nouvelle stratégie pour septembre, octobre, octobre, novembre et décembre. Et à nouveau, tu auras ce cycle. En faisant ça, tu résous le problème de l'indécision. Alors tu vas me dire, ouais, mais il faut quand même pouvoir ajuster les choses. Je veux dire, on va peut-être se rendre compte que dans ce qu'on avait décidé, il y a des choses qui sont inapplicables. Oui, mais ça ne changera pas la stratégie. On va agir au niveau tactique. Le niveau stratégique, c'est se donner un objectif général. Par exemple, ce qu'il faut, c'est qu'on améliore la marge. Je dis n'importe quoi. Pour améliorer la marge, on va mettre en œuvre plusieurs plans d'action qu'on va déterminer au moment de la stratégie. Plan d'action numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on va vivre avec ce plan d'action, ou plutôt on va exécuter ce plan d'action pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, on va se dire, il y a un plan d'action qui marche vachement bien, mais l'autre pas du tout. On aura le droit d'abandonner le plan d'action qui ne marche pas et d'en mettre un nouveau, mais qui respecte toujours la stratégie. C'est-à-dire que ce sera toujours un plan d'action pour améliorer la marge, mais il sera légèrement différent. Et à nouveau, ça te permet d'avoir une articulation, de dire je tente un plan d'action pendant un mois. Si au bout d'un mois, je vois qu'il fonctionne, je le poursuis. Si je l'ai terminé au bout d'un mois, j'en enchaîne un autre. S'il n'est pas bon, je le change au bout d'un mois, et ainsi de suite. Donc, tu as une articulation ici qui n'est pas au niveau de la stratégie, pas au niveau de l'objectif général, mais qui est au niveau de la tactique. Et puis après, tu as l'animation hebdomadaire. L'animation hebdomadaire, ce sont des réunions spécifiques qu'on fait chaque semaine ou des points qu'on fait chaque semaine avec des indicateurs sur lesquels on informe de où on en est, qui a fait quoi, qui doit faire la suite, etc., etc. Comme ça, tu résous le doute, tu n'es pas rigide puisque tu peux modifier le plan d'action, puisque tu peux modifier la stratégie, mais pas à tout bout de champ, donc tu n'es pas quelqu'un qui fait preuve d'indécision, et en même temps, tu es tout à fait capable de répondre aux objections quand tu es en train d'animer la stratégie, c'est-à-dire quand tu es commerciaux ou les personnes disent oui mais c'est dur, etc. Oui mais les gars, faut persister. On a dit qu'on essayait ça pendant un mois, on va jusqu'au bout de l'essai. Mais on va pas faire ça toute notre vie et ça permet de persister parce que le pire qu'on puisse faire, c'est de lâcher l'affaire au moment où ça va basculer. Moi, je l'ai vécu plein de fois. On démarre un plan d'action, ça marche pas, on se décourage, il y a beaucoup d'obstacles, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, etc. Et tout d'un coup, ça bascule et on passe à un niveau de performance qui va nous encourager à continuer. Voilà, donc en fait, tu vas plus avoir ce problème-là que j'avais décrit, qui est de l'indécision, puisqu'en réalité, tu auras une occasion au bout de 30 jours de remettre en cause le plan d'action, une nouvelle occasion de le remettre en cause 30 jours après, et une occasion de revoir la stratégie dans 90 jours. Tu es déjà dans quelque chose de beaucoup plus construit, tu as clarifié aussi ta manière de réfléchir, et tes collaborateurs sont clairs sur l'objectif, sur le plan d'action, et sur ta manière de décider. Et donc là, tu passes dans la case leader, tu n'es plus dans la case animateur gentil qui dit que tout est bien en permanence, qui ne sait pas dire non à un projet quand il sort de l'objectif, etc., etc. Ce que j'ai pas dit ici aussi, c'est qu'effectivement, ton indécision, elle peut aussi se traduire par, en fait, toute initiative est bonne. Non, quand tu as un plan, toute initiative n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce que si tu dis oui
à une initiative qui n'est pas dans le plan d'action, eh bien, tu enlèves de la force à ton plan d'action. C'est-à-dire que les ressources qui devaient être utilisées pour le plan d'action sont détournées et vont être utilisées à toute autre chose. Et donc, tu sauras jamais si ton plan d'action était bon. Et donc, à partir du moment où tu as pris le pouvoir, où tu as résolu le doute et où tu as clarifié les choses, tu vas engendrer ce qu'on appelle un momentum. C'est-à-dire que tu vas adopter un rythme où tous les 90 jours, on peut faire un reset. Ce qu'il y a de pire pour des collaborateurs, c'est de toujours avec la même stratégie perdante pendant une année complète. Ça, c'est vraiment le pire, ok? On va vraiment essayer d'éviter ça. Mais ce qui est pas terrible non plus, c'est d'avoir la même stratégie toute l'année, parce qu'au bout d'un moment, on se lasse. Et quand on la remet pas en cause, eh bien, c'est le moment où on commence à partir dans tous les sens, à prendre des initiatives un petit peu au hasard, etc. Et c'est ça qui va détériorer la performance pendant ton année. C'est-à-dire que même si tu as actuellement une stratégie qui réussit, ça vaut le coup quand même d'en reparler régulièrement avec tes collaborateurs, de retoiletter les tactiques, de les améliorer, c'est-à-dire que tu revois pas la stratégie, mais tu trouves des nouveaux plans d'action. Et surtout, c'est vraiment intéressant de régulièrement l'animer. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est que cette animation, elle te prenne pas plus de 10% de ton temps. Le système que j'ai mis en place, auquel j'ai réfléchi pendant des années pour qu'il soit le plus efficace possible, il ne prend pas plus de 10% du temps du manager et des collaborateurs. Pourquoi? Parce que 90% du temps de tes collaborateurs et même de ton temps doit être consacré à l'action, à cette partie-là, c'est-à-dire à faire les choses. Si tu passes 50% de ton temps à réfléchir, c'est 40% de temps qui te manque pour agir. Donc, pour moi, 10%, c'est le juste équilibre entre pas réfléchir du tout et partir dans tous les sens, et réfléchir, mais de manière structurée. Donc pour moi, si tu passes plus de 10%, ça marche pas, mais si tu passes 0% de ton temps, ça marche pas non plus. Voilà. Donc j'ai créé une méthode. Ma méthode s'appelle MPO3T. Qu'est-ce que ça veut dire MPO3T? C'est un acronyme qui veut dire management par objectif en 3 temps, puisqu'on va parler des 3 dimensions, c'est-à-dire la stratégie, la tactique et l'animation. Et on va regarder très concrètement ce qu'il faut faire à chaque étape et on va faire en sorte que ça fonctionne en prenant moins de 10% du temps de l'équipe et du manager. Si tu es intéressé pour rentrer dans le détail, pour voir vraiment à quoi ça ressemble, c'est hyper simple. Tu cliques sur le lien qui est en description de cette vidéo ou qui est en description du podcast. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie d'essayer, j'espère que ça t'a motivé, mais j'espère encore plus te retrouver de l'autre côté en cliquant là-dessus parce qu'on va pouvoir en discuter et tu vas pouvoir me poser toutes tes questions sur ma méthode. Je te dis à tout de suite.